Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, médias sociaux, défis et opportunités, c'était la journée nationale de la presse qui est célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Qatar intensifie ses efforts diplomatiques pour une pause humanitaire à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite au nouvel émir du Qatar, de l'État du Koweït, cher Michel Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, investi au trône de ce pays hier samedi à la foulée du décès de son frère, l'ex-émir du Koweït, feu cher Al-Nawal Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah. Je forme le vœu que l'État frère du Koweït accroît sous votre leadership l'œuvre largement accomplie, son développement, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de félicitations adressé aujourd'hui au nouvel émir. La République de Djibouti se réjouit de la qualité des relations de solidarité, d'échange et de coopération avec l'État du Koweït. Il n'aura de cesse d'œuvrer en permanence en faveur du renforcement de ces relations privilégiées, a dans le même document noté le chef de l'État. Le président de la République clôt son message en retirant ses chaleureuses félicitations au nouvel émir du Koweït. Autre actualité nationale, cette fois-ci c'est le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a formé des vœux de santé et de bonheur au roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad bin Issa Al-Khalifa, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur de Bahreïn, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à cette occasion à Sa Majesté Hamad bin Issa Al-Khalifa. Je souhaite davantage de progrès, de développement et de prospérité à la nation sœur de Bahreïn, a dans le même document noté le chef de l'État djiboutien. Le président de la République a mis également à profit ce télégramme pour se réjouir du niveau élevé de solidarité et de coopération entre les deux nations sœurs et pour retirer la mobilisation permanente de notre pays en faveur du renforcement de ces relations privilégiées. À noter qu'un message similaire a été envoyé au prince héritier et premier ministre du royaume de Bahreïn, son Altesse royale Salman bin Hamad Al-Khalifa. Retour dans l'actualité nationale, je vous le disais dans le titre, pour la 4e année consécutive, Djibouti a célébré aujourd'hui la journée nationale de la presse, avec pour thème cette fois-ci les médias sociaux et défis et opportunités. Placée sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, une cérémonie riche en couleurs a été organisée au Palais du Peuple par le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, accueilli à son arrivée sur le lieu par le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdullahi Bahdon, et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adam Abdi Jama, et le directeur des organes de presse écrite du pays. Le Premier ministre a visité les différents stands mis en place à cette occasion, relatant sur l'historique de la presse djiboutienne. Dans un discours prononcé par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed n'a pas manqué de féliciter à cette occasion tous les professionnels des médias et a mis l'accent sur le rôle majeur dévolu de la presse dans la promotion des droits de l'homme. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdullahi Bahdon, a rappelé pour sa part les réformes engagées à l'origine, notamment les médias en ligne, ses opportunités ainsi que les différents défis liés sur les médias. La journée nationale de la presse constitue l'occasion de reconnaître et de saluer le travail que font les hommes et les femmes des médias au service de la nation, a indiqué le ministre de la Communication, M. Redouane Abdullahi Bahdon.
Eh bien, dans son discours, le président de la CNC a félicité le ministre de la Communication, tout d'abord pour l'avoir organisé pour la quatrième année fois et d'affilée la journée nationale de la presse, et a ensuite remercié pour aussi avoir associé la Commission nationale de la communication. De son côté, le président de l'Union de la presse de Djibouti a indiqué que la presse à Djibouti a ses singularités, mais partage aussi de nombreuses similitudes avec celles de notre continent africain. Écoutons-les. Comme vous le savez, ces dernières années, sur la toile ont émergé des pages Facebook ou autres se réclamant des médias sociaux et diffusant des informations quotidiennes sur le pays et la société djiboutienne. Même si cette présence foisonnante sur le net de ce genre de médias a beaucoup d'aspects positifs, il n'en demeure pas moins que les médias sociaux versent souvent dans la diffamation et l'intox. Dans ce contexte, il est temps pour les médias d'information d'appliquer de manière encore plus stricte les normes et l'éthique professionnelle, d'éviter la publication d'informations non vérifiées et de prendre leur distance par rapport aux informations qui pourraient être intéressantes pour un certain public, mais qui ne sont pas d'intérêt public. Les médias sociaux comportent des défis et des opportunités. Mais pour être conscient de ces défis et de ces opportunités, je crois qu'il nous faut, dans un premier temps, ajuster notre perception à la mesure de ces enjeux. C'est-à-dire ne pas regarder les médias sociaux comme des simples pratiques à la marge ou comme des simples pratiques accessoires dans un paysage médiatique dominé par les médias conventionnels. Nous devons perdre définitivement cette illusion. Et le risque, c'est que les assauts répétés des médias sociaux finissent par ouvrir des brèches et ensuite par détruire complètement notre cohésion sociale. Déjà l'année dernière, du haut de cette tribune, j'avais plaidé pour les assises de la presse nationale afin d'éviter une obsolescence programmée de nos médias. Une telle initiative, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Communication, m'apparaît aujourd'hui encore comme une nécessité urgente, car il nous faut un cadre innovant où les médias sociaux, les médias conventionnels seraient dans une logique de cohabitation, d'interaction et pourquoi pas aussi des complémentarités. Eh bien, le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, a pour sa part indiqué que les réformes engagées à l'origine, notamment des médias en ligne et ses opportunités, ainsi que les différents défis liés sur les médias. Écoutons à présent le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badone, à l'occasion de la Journée nationale de la presse qui s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. Année après année, cette journée revêt d'une importance particulière dans notre nation, car elle témoigne de l'engagement du gouvernement sous la houlette de son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, envers cette noble profession et du rôle crucial qu'elle tient dans notre société. À cet égard, je tiens à rendre hommage à nos professionnels des médias en félicitant M. Guiré Moumine Okiye, ici présent, pour sa distinction au IGAD Media Awards organisé le 26 novembre dernier à Djibouti. Le thème de cette année, qui s'intitule « Médias sociaux, défis et opportunités », souligne l'évolution rapide du paysage médiatique façonné par la montée en puissance des plateformes des médias sociaux. Ces outils qui ont transformé la manière dont nous interagissons, partageons des informations et exprimons nos opinions présentent à la fois des défis et des opportunités. Les médias sociaux ont indéniablement élargi le champ de la liberté d'expression, permettant à chacun de contrôler, de contribuer à la discussion publique. Cependant, cette même ouverture a engendré des défis, notamment à la propagation de fausses informations, la désinformation et parfois même la haine en ligne. En tant que gardien
de l'information. Il est de notre responsabilité commune de naviguer avec précaution dans ces eaux numériques tumultueuses. Mesdames et messieurs, les défis posés par les médias sociaux nous appellent à renforcer notre appui au journalisme de qualité fondé sur la véracité, la rigueur et l'éthique. Et enfin, le Premier ministre a rappelé que le thème retenu cette année, médias sociaux et défis opportunités, sont une réalité incontournable de notre époque où ces plateformes sont devenues le principal vecteur de communication et d'expression. De la question de la régulation se pose avec acuité. Écoutons le Premier ministre. C'est un grand honneur et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui en cette journée de la presse, un événement majeur que nous célébrons chaque année au mois de décembre. Je tiens à féliciter le ministre de la Communication et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée dédiée à reconnaître l'importance cruciale des médias dans notre société. Le thème retenu cette année, médias sociaux, défis et opportunités, sont une réalité incontournable de notre époque où ces plateformes sont devenues le principal vecteur de communication et d'expression et la question de leur régulation se pose avec acuité. Les enjeux sociétaux majeurs auxquels nous sommes confrontés à l'ère du numérique mettent en évidence la délicate balance entre la liberté d'expression et la nécessité de réguler les médias sociaux. Certes, ces derniers ont révolutionné la communication et offert des opportunités sans précédent pour l'expression individuelle et collective. Toutefois, ils posent des défis juridiques majeurs. Cette liberté d'expression n'est pas sans limite et la désinformation, communément appelée fake news, pose un défi majeur. C'est pourquoi l'enjeu crucial pour les années à venir serait de garantir un espace numérique sûr et respectueux des droits de chacun dans le respect des principes fondamentaux de la liberté d'expression. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors de la Journée nationale de la presse qui s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la 4e édition de la Journée nationale de la presse, un événement qui nous offre l'opportunité de célébrer d'abord le rôle de la presse dans la société, mais aussi de célébrer les hommes et les femmes qui sont membres de cette institution. La presse et les médias, comme nous le savons tous, jouent un rôle de premier plan dans le développement de notre pays. On reste dans le même thème où, cette fois-ci, les réseaux des médias Al Jazeera ont annoncé hier qu'ils porteraient le meurtre de son caméraman, Samer Abu Daqa, à Gaza, devant la Cour pénale internationale. Et bien, dans un communiqué publié hier, la chaîne basée au Qatar a déclaré avoir demandé à son équipe juridique de renvoyer de toute urgence le cas de ce qu'elle a appelé l'assassinat du caméraman d'Arabe d'Al Jazeera, Samer Abu Daqa, au tribunal de La Haye. Samer Abu Daqa a été vendredi attaqué par une attaque de drone israélienne lorsqu'il faisait un reportage sur un précédent bombardement d'une école utilisée comme abri pour les personnes déplacées à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Al Jazeera avait précédemment soumis une demande formelle de la Cour pénale internationale pour une enquête et poursuivre les responsables de l'assassinat du journaliste télévision chevronné Shirin Abu Akleh en mai 2022, alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien sur le camp des réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée. Il convient de noter que le nombre de journalistes tués depuis le début de l'agression israélienne sur la bande de Gaza est passé de 90 journalistes, tandis que les forces israéliennes continuent de cibler diverses installations civiles. Et je vous disais dans le titre, au moins 12 personnes ont été tuées dimanche dans des frappes israéliennes dans la ville de Der al-Bah, dans le centre de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas. Des témoins
ont aussi rapporté un bombardement israélien sur la ville des méridionales de Bani Chouela. Au total, 18 000 personnes, à 70% des femmes et enfants, adolescents, selon le groupe, ont été tuées depuis le début de l'offensive qu'Israël a lancée depuis le 7 octobre. Ces derniers jours, l'administration américaine a poussé les autorités israéliennes à passer en une phase moins intensive de leur opération à Gaza afin de mieux protéger les civils. Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, et son homologue allemand, Annalena Baerbock, ont appelé à leur côté un cessez-le-feu durable aussi rapidement que possible dans une tribune communiquée publiée dans le Sunday Times. Les bombardements israéliens ont laissé une grande partie du territoire en ruine et l'ONU estime que 1,9 million de Gazaouis ont été déplacés par la guerre. Santé à présent, où le premier congrès médical s'est clôturé hier soir au Sheraton Hotel avec un dîner de gala. Cet événement d'envergure marque un jalon significatif dans l'histoire de la santé. La cérémonie de clôture a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, le chef du cabinet du Premier ministre, Ali Silay, ainsi que plus de 200 éminents médecins, pharmaciens, dentistes, djiboutiens, accompagnés de 10 experts médicaux internationaux. À cet effet, ce congrès organisé par le Conseil national des professions des médias de Djibouti va au-delà médical plutôt de Djibouti va au-delà d'être une simple rencontre scientifique. Il va servir de laboratoire d'idées pour des présentations, discussions et d'échanges d'idées novatrices en médecine et en chirurgie. 3 jours de débats intensifs ont été mis en lumière. Les piliers fondamentaux, l'innovation, de la collaboration, de la durabilité, essentiels pour façonner l'avenir des soins de santé en Afrique. Le contexte géographique stratégique de Djibouti en tant que pivot de la Corne d'Afrique ajoutait une dimension particulière à ce congrès. Le pays, entre les défis de son passé médical et les opportunités florissantes de son avenir, trace une trajectoire prometteuse vers un système de santé robuste et équilibré. Je peux sincèrement, en toute franchise, dire que la manifestation a été une très grande réussite. Elle a drainé beaucoup de monde. Donc, en termes de participation, il n'y a rien à dire. Également, en termes de présentation au plan scientifique, nous avons eu droit à des présentations de très grande qualité, de haute facture, et nous le devons à la qualité, en tout cas, des acteurs universitaires et sanitaires donc, de Djibouti. Quand nous avons eu beaucoup de plaisir à participer, nous avons été bien accueillis. Je profite de l'occasion pour saluer les Djiboutiens pour leur hospitalité. Nous avons été bien traités, bien logés et nous avons eu droit à un traitement à beaucoup d'égards de la part en tout cas de nos confrères. Dakar a l'habitude de recevoir des Djiboutiens et je peux dire à ce niveau qu'on est très satisfait des relations que nous avons avec Djibouti. Eh bien, dans son intervention, le docteur Souleymane Nour Aye, président du Conseil de l'Ordre des présidents du premier congrès médical de Djibouti, a remercié tous les participants qui ont répondu favorables à ce congrès médical pour l'essor de la médecine africaine vers de nouveaux sommets d'innovation, de collaboration et de durabilité. Alors que le rideau tombe sur notre premier congrès médical de Djibouti, je tiens à capter l'écho de ces journées qui resteront gravées dans la mémoire de notre communauté médicale. Nous avons partagé, appris et surtout nous avons avancé ensemble. Nous avons eu le privilège d'assister à 12 sessions plénières avec 46 présentations orales, 13 conférences d'une qualité exceptionnelle et à 4 ateliers, dont 2 ateliers d'EcoFast et urgence pour les internes et 2 ateliers en urgence et triage pour les infirmiers. Sans oublier les 30 communications affichées qui ont transformé nos couloirs en véritable espace d'apprentissage dynamique et interactif. Un merci particulier au comité d'organisation et notamment à Dr Hawa Hamed, Dr Degen Abdillahi et Dr Bouho Haret. Ces femmes, par leur force et leur détermination, rappellent cette vérité universelle que le monde avance grâce à l'ingéniosité et à la persévérance des femmes. Il convient également de rendre un hommage appuyé à ceux sans qui rien n'aurait été possible, à notre comité scientifique, avec en tête le Dr Saïd Aoulet,
le docteur Daher Abdul Karim, le docteur Bouh Abdi, le docteur Habib Moussa, le docteur Abdi Oukiye, le docteur Saïd Ali, le docteur Iftin et enfin le docteur Salah Omar. Votre travail acharné et votre engagement sans faille ont été le socle de la réussite de notre congrès. Mention spéciale à l'agence événementielle, dont le professionnalisme n'a d'égal que leur passion pour l'excellence. Nos sponsors et exposants méritent un remerciement tout particulier. Votre soutien financier et moral a été essentiel à la réalisation de ce congrès. Vous avez été les piliers sur lesquels nous avons pu édifier cet édifice de savoir. Quant à vous, conférenciers venus des 4 coins du monde, votre présence a enrichi notre congrès d'une dimension internationale et d'une diversité intellectuelle. Vous avez apporté à Djibouti le monde et ouvert nos horizons vers des perspectives globales. Chaque présentation, chaque échange a été une étape supplémentaire vers notre objectif commun, une santé meilleure pour tous. C'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Restez avec nous. Je vous disais que le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a souligné l'importance de cet événement qui va servir de laboratoire d'idées pour des présentations, discussions et l'échange d'idées novatrices en médecine et chirurgie. Écoutons le ministre. Je suis très heureux de participer à ces dîners qui clôturent donc la fin de ce premier congrès. Et je voudrais surtout féliciter les organisateurs de ce premier congrès et surtout en mention spéciale au Conseil de l'Ordre qui a initié ces beaux projets. C'est à tout son honneur et je voudrais les féliciter et surtout je voudrais que vous les applaudissiez. Je voudrais également remercier les doyens de la faculté de médecine de Dakar, mais également les différents professeurs de l'Afrique, mais également de l'Europe, du Maghreb, qui sont arrivés ici pour enrichir les débats qui se sont déroulés lors de ce premier congrès. Les échos et la moisson, en tout cas, a été très fructueux. Je suis très heureux de l'entendre et très satisfait que ce premier congrès a été vraiment a réussi vraiment. Et nous allons continuer dans ce sens. Et chaque année, Inch'Allah, en tout cas, le monde médical djiboutien va organiser chaque année des congrès médicaux de ce genre. Je voudrais également prendre le rebond que m'a donné le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Dakar. Et donc, nous allons continuer donc cette collaboration et nous allons signer, Inch'Allah, bientôt une convention pour pouvoir former nos médecins, mais également des paramédicaux, parce qu'il n'y a pas que de médecins, il y a également les paramédicaux, les personnels de soutien qui sont toujours utiles au fonctionnement d'une structure de santé. Direction la Chine, où la délégation ministérielle de Djibouti, conduite par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Hamoud, continue sa mission en Chine, dans la région de Sichuan. Cette dernière étape de la mission a été marquée par des rencontres significatives, des visites d'institutions éducatives prestigieuses. L'objectif de cette mission est de renforcer les liens éducatifs, culturels et technologiques entre Djibouti et la Chine. Le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ont été chaleureusement accueillis à Chengdu, la capitale de la région de Sichuan, le 11 décembre dernier par le président de l'université de Sichuan et ses collaborateurs. La mission comprenait la visite de plusieurs sites dans l'université de la province, le collège fondamental de Chengdu, l'école ferroviaire de Sichuan, l'école polytechnique de Chengdu. Lors de la réunion à l'université, le président de Wang Miu a présenté l'institution et a souligné ses échanges académiques internationaux étendus. Il a également évoqué l'Institut Confucius de Djibouti, créé en collaboration avec l'université de Sichuan, renforçant ainsi les liens éducatifs et culturels entre la Chine et Djibouti.
Le ministre djiboutien, de son côté, exprimait sa fierté d'appartenir à cette communauté linguistique en expansion et a souligné l'attachement de Djibouti au multilinguisme. Il a présenté les progrès réalisés dans le système éducatif djiboutien, notamment grâce à l'Institut Confucius. Des propositions de coopération ont été avancées telles que la généralisation de l'enseignement du chinois, l'échelle nationale, ainsi le renforcement des liens avec le marché du travail. La réunion a abouti à la signature d'un accord entre le MENFOP et l'université de Sichuan, prévoyant un enseignement de qualité, la formation des enseignants, la mise à disposition des ressources éducatives adaptées. Cet accord vise également à assurer un suivi évaluation rigoureux et à créer des conditions de travail attractives, notamment la mise en place des salles de classe intelligentes. Le jour suivant, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a visité le collège fondamental de Chengdu, accueilli par la directrice et la délégation, a exploré les installations observant les activités récréatives adaptées à chaque niveau scolaire. Une séance de chorale dirigée par les élèves a été particulièrement appréciée. Le collège intégrant préscolaire, primaire, enseignement moyen et secondaire a été présenté comme un modèle d'intégration éducative. Aussi, le discours de deux parties lors de cette conférence ont souligné l'importance du déclenchement des parcours scolaires. Toujours dans le cadre de sa visite, le ministre de l'Éducation nationale en Chine, le ministre et sa délégation ont remercié le secrétaire permanent du parti communiste et la proviseure du collège supérieur technique ferroviaire de Sichuan. Après une visite des installations et des ateliers spécialisés, des discussions ont eu lieu sur le renforcement de la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et le Collège supérieur et technique ferroviaire de Sichuan, mettant l'accent sur le partage d'expériences fructueuses. La proviseure a présenté les nombreuses spécialités offertes par l'Institut, soulignant son rôle essentiel dans la formation des jeunes de la région de Sichuan, ainsi que des étudiants des pays amis de la Chine, notamment la République de Djibouti. L'échange a conclu sur l'engagement à renforcer l'amitié entre les deux entités pour former des jeunes qualifiés dans le domaine ferroviaire. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale a conclu sa série de visites en Chine en se rendant à l'école polytechnique de Chengdu. Au cours de cette dernière étape, les étudiants de l'établissement ont eu l'opportunité de présenter leurs projets au ministre et sa délégation. Toujours dans la journée du 14, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré les responsables de l'éducation de la région Sichuan, l'adjoint du chef département, de sa joie de recevoir la délégation djiboutienne et a salué les efforts du ministère pour renforcer les échanges éducatifs durant la rencontre, les caractéristiques de la région, cet établissement éducatif. Ces caractéristiques en matière d'éducation et ont été présentées. Le ministre a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a souligné la relation positive entre la République populaire de Chine et Djibouti. La rencontre s'est conclue par des échanges de cadeaux. En clôturant cette mission en Chine, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle accompagne sa délégation à jeter les bases solides pour une coopération éducative fructueuse entre Djibouti et la Chine, principalement dans le domaine de la formation professionnelle, la poursuite d'études dans les universités et les écoles polytechniques. Très prochainement, de l'installation d'un atelier Panda à l'école, l'excellence affiliée à l'école polytechnique de la région Sichuan. Outre l'enseignement technique et professionnel, l'accord prévoit des programmes d'échange entre les deux pays au niveau du développement de la langue chinoise et de l'éducation. Retour à Djibouti, où le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation a organisé ce matin une réunion avec l'écosystème du secteur de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans la salle du ministère. Parmi les participants, y étaient représentés des entités influentes telles que l'Agence nationale de la promotion et de l'investissement, l'ANPI, la Chambre de commerce de Djibouti et le Club des jeunes entrepreneurs. Autre actualité nationale, direction le nord du pays où la préfecture de Tadjoura a initié une journée corniche propre ce vendredi pour le nettoyage et l'embellissement
de la façade maritime qui accueillera la première édition du festival culturel de Tadjoura prévu le 21 au 22 décembre prochain. Dès l'aurore, une foule innombrable de Tadjouriens dont le réseau associatif des CDC Tadjoura a répondu présent aux côtés des services préfectoraux afin de donner le coup d'envoi de l'éclat au site festival qui va accueillir et organisé par l'association Tekem Tarago et parrainé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. À noter également la participation remarquable d'un important contingent de la garde-côte, à leur tête le colonel Mohamed Adawa, qui est venu spécialement de la capitale afin de prêter main forte à cette initiative. Le régiment interarmé Tadjoura, pour sa part, déployé une effective importante ainsi que des engins de remorques chargées de l'enveloppement des carcasses de voitures et autres objets roulants lourds. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, a salué l'engagement et suscité pour un événement historique d'envergure. Festival, festival, le Gourrifour d'Akana, c'est festival. Festival, Abu Grati Faiza Festival. Eh bien, comme je me le disais, J-7, la couronne de Tadjoura est enfin prête pour accueillir son premier festival culturel. C'est 10 000 visiteurs attendus de la capitale et des régions de l'intérieur. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, fins stratèges, novices ou passionnés se sont retrouvés à Tanger, au Maroc, tournoi d'échecs Open de Tanger. Rappelons que cet événement a réuni une centaine de joueurs de haut niveau, tous déterminés à remporter les premiers prix dans une compétition sans remercier. Aujourd'hui, plus de 100 joueurs ont répondu présents à notre tournoi. Les tournois sont une occasion de faire un test et une évaluation pour les joueurs. Pour moi, c'est l'essentiel, a déclaré Ouba Ziani, cofondateur de One Cheese Coaching. Pour Mohamed Amin, qui est passé pro dans ce sport, l'objectif est d'améliorer son classement international et gagner plusieurs titres. Mais malheureusement, au Maroc, nous n'avons pas de tournoi homologué, déplore le jeune joueur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.